Recording in et progress. avoir un volume suffisant pour réaliser, bien sûr, toutes les analyses requises dans la QB. Quelques schémas pour les gens qui n'ont jamais touché à l'aphérèse, pour les médecins qui n'ont pas d'aphérèse à leur niveau. Bon, je sais qu'il y a des médecins qui évoluent dans des centres de transfusion où ils font beaucoup d'aphérèse, donc ils connaissent tous ces gestes-là, mais il y en a d'autres qui n'ont jamais vu d'aphérèse, qui leur centre, leur PTS ou leur banque de sang automatiquement n'est pas équipé d'aphérèse. Donc, la machine, elle est le patient est branché sur cette machine. On doit lui injecter un anticoagulant dans le circuit afin d'éviter que le sang coagule. Après, le sang, une fois prélevé, donc il va passer dans des séparateurs pour qu'il soit centrifugé et séparé dans différentes composants cellulaires et plasmatiques. Donc, on aura les trois composants principaux, donc les plaquettes, les globules rouges et le plasma. Et bien sûr, tout ce qu'on veut, il est collecté dans une poche à part, et le reste, il est restitué pendant le temps au donneur. Et comme ça, on assure avoir des quantités importantes de composants cellulaires ou plasmatiques suffisantes, des doses thérapeutiques et qui permettent justement de ne pas recourir à d'autres temps pour satisfaire les besoins de nos patients. Alors, pour le sedan par aphérèse, donc il y a deux types de procédés, si on veut dire. On a la centrifugation à flux continu et on a la centrifugation à flux discontinu. À flux continu, c'est-à-dire on aura pratiquement un prélèvement qui va être traité et on aura par la suite un retour. À flux discontinu, il y aura des étapes. On prélève, on traite, on restitue et au fur et à mesure, il y aura des cycles qui vont être refaits à chaque fois que possible jusqu'à arriver à la dose qu'on voudrait éventuellement prélever ou collecter à partir de ce don d'affect. Alors, pour le prélèvement avec une centrifugation à flux continu, donc le principe, c'est en utilisant un anneau de centrifugation. La centrifugation, elle se fait de manière continue, du sang total. Le prélèvement aussi en continu. Et si on parle de plasmaphérèse, prélèvement continu aussi en plasma. Et on a deux voies. Une voie de prélèvement et une voie de réinfusion. C'est-à-dire il y a deux points de ponction. Les deux bras sont mobilisés, un bras pour le prélèvement et un bras pour le retour. Et voilà le procédé, comment ceci se fait. Donc, on va essayer d'injecter bien sûr l'anticoagulant du circuit. Donc, il y aura le prélèvement. Ça va passer au niveau de la machine, dans cet anneau-là. Il y aura la centrifugation et il y aura justement, on va prélever ce qu'on veut. Là, par exemple, l'exemple de la plasmaphérèse. Donc, on va essayer de prélever le plasma. Et le reste, tout ce qui est composant cellulaire, il va être restitué par le biais de la deuxième voie au niveau de l'autre bras au donneur. Donc, c'est le procédé de la centrifugation à circuit ou utilisant le circuit à flux continu. Alors, pour celles qui utilisent le flux discontinu, donc le principe, il se repose sur la centrifugation utilisant un bol de centrifugation, pas un anneau. Donc, il y aura un remplissage, il y aura une séparation, un prélèvement du plasma, si on parle toujours de la plasmaphérèse, et une restitution des cellules du patient. Et après, ce cycle-là, il va être renouvelé à chaque fois que possible pour avoir la dose programmée ou préprogrammée ou la dose qu'on voulait avoir de ce composant plasmatique ou de ce composant cellulaire. Donc, la même chose, donc, le principe, c'est à partir de cette centrifugation et séparation des éléments et des composants sanguins, cellulaires et plasmatiques selon un circuit discontinu. Donc, on prélève, la même voie, elle sert pour le prélèvement et pour le retour ou la restitution. Donc, on prélève, le sang passe au niveau du bol, donc il va centrifuger, il y aura une séparation.
Là, l'exemple de la plasmaphérèse, donc on prend le plasma dans une autre, dans la poche, qui va être, qui représente justement le temps de sang, et le reste, bien sûr, après centrifugation, il va être retourné chez le malade, et ceci se fait selon des cycles, plusieurs cycles à la fois. Alors, pour les avantages, chacun de ces procédés a des avantages. Si on parle de l'avantage du flux continu, c'est qu'il est rapide, il est stable. Euh, le plus important, c'est qu'il est confortable pour le donneur parce qu'il y a un volume extracorporel qui est faible. On prélève en même temps, il y a le retour, donc le volume il est toujours faible. On a une bonne qualité de séparation aussi et on a une gestion automatique de substance. Pour le flux discontinu, donc aussi, il a des avantages. L'avantage le plus vraiment important, c'est la seule fois. Donc, c'est confortable pour le patient, pour le donneur, pardon. Il ne va pas voir ses deux bras mobilisés, c'est juste un bras qui est utilisé à la fois pour le prélèvement et pour le retour. C'est un procédé qui est très peu complexe, surtout pour les gens pour les médecins qui travaillent avec ce genre de machine. Ils le préfèrent en tout cas. Ils préfèrent ce procédé-là. Mais il est peu complexe et on peut avoir des machines transportables avec ce procédé. C'est-à-dire on peut le faire dans des collectes mobiles et on peut le déplacer facilement. Donc là aussi, c'est des schémas pour expliquer un peu plus, c'est beaucoup plus pour les médecins qui n'ont pas d'aphérèse dans leur structure de transfusion. Donc là, tout commence à partir justement de ce prélèvement-là. Donc là, c'est la solution de conservation d'anticoagulants qui mise dans le circuit. Bien sûr, on doit ajuster le débit, etc. Donc, on aura un prélèvement qui va se faire. Donc, il y aura qui va passer au niveau de la machine. Là, j'ai pris le modèle du flux discontinu utilisant le bol. Donc, le sang il va être collecté à ce niveau-là, au niveau du bol, et la centrifugation va commencer. Donc, il y aura une séparation. Vous voyez, tout ce qui est rouge, c'est tout ce qui est cellulaire, et tout ce qui est c'est le globule rouge, pardon, et tout ce qui est en jaune, c'est les plaquettes, le plasma, etc. Et là, si on parle, par exemple, des plaquettes, donc déjà, on a commencé un petit peu à récolter euh, une petite une quantité de plaquettes et bien sûr, le reste va être retourné. Donc, voilà. Donc, vous voyez un petit peu le retour. Donc, ici, donc on prélève les plaquettes et vous voyez ici que le reste, il va être retourné. Voilà, on jaune, donc il va être retourné. La même chose, donc jusqu'à pratiquement avoir, là c'est un don combiné entre plaquettes et plasma, et à la fin, donc on va voir le bol là qui va se vider et il y aura le retour justement de tout ce qui est globule rouge chez le donneur. Voilà. Donc c'est le procédé un petit peu, c'est ce qui est schématisé. Il y a plusieurs types de machines qui existent sur le marché national. Donc, celles qui utilisent le flux discontinu. Donc, on a la Prima. Bon, je ne fais pas de la pub, mais je peux les citer, tout le monde. C'est-à-dire, il y a ces machines-là qui sont disponibles au niveau du marché international et national. Il y a celle-là aussi, les monotypiques, qui présentent l'avantage d'être transportable. Donc, on peut l'utiliser pour faire des collectes mobiles. Donc, elle est transportable et on peut faire de l'aphérèse pour les collectes mobiles. Et on a les autres aussi qui permettent de faire un circuit continu, tel que la Fresenius, la Contec, on a aussi la Micus. Donc, il y a quand même trois vraiment fournisseurs potentiels ou co-fournisseurs pour ces machines. Chaque centre est doté d'un seul type ou deux types ou trois types, ça dépend la cadence et ça dépend la potentialité de ce centre en matière de prise en charge des, des malades, surtout des malades cancéreux et tout ce qui est pathologie hémorragique en rapport avec les thrombopénies sévères.
et qu'on se revoit bien sûr après les épisodes de chimiothérapie. C'est très important. Alors, là, c'est un tableau récapitulatif pour le prélèvement, les règles de prélèvement. Donc, on a pour le sang total, on a pour le don paraphérique standard, tout ce qui est combiné aussi, donc plaquettes rouges, etc. Donc, on a la limite d'âge. Donc, tout ce qui est sang total, on peut aller jusqu'à 65 ans. Donc, le poids, c'est toujours au-delà de 50 kg. Pour la Férèse, on peut aller à 60 kg avec une taille de 165 cm ou 1,65 m. Les fréquences, c'est très important. Donc, pour les hommes, 5, pour les femmes, 3. Et le don de placement, il ne faut pas aller au-delà de 20. Le don de plaquettes paraphérèse, au-delà de 5. Respectant bien sûr le cabal. En respectant le volume aussi, 400-500 pour le total, pour le placement 600, le paquet 600, etc. Et la durée de prélèvement, là aussi, pour le son total, c'est 10 minutes. Donc, il ne faut pas dépasser 10 minutes. Si on dépasse 10 minutes déjà le produit, on ne peut pas préparer les paquets de ce produit. Maintenant, pour l'aphérèse, ça dépend. Ça dépend. Beaucoup de paramètres conditionnent la durée du prélèvement. Déjà, le circuit, continu ou discontinu, et par conséquent, le type de machine, la nature ou la qualité de la veine, les constantes concernant la numération plaquettaire, le poids, la taille et tout ce qui s'ensuit. Donc, on peut faire un don de 8 fois 10 puissance 11 avec une veine de bon calibre. On peut le faire en 60 minutes. Comme on peut faire un don de 5 fois 10 puissance 11 sur une autre machine avec une veine qui n'est pas de bonne qualité ou des veines qui ne sont pas de bonne qualité, avec une numération plaquettaire qui est avec un poids et une taille qui ne répond pas, c'est-à-dire diminuée, et on peut aller, on dépasse les unions de temps. Donc là aussi, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour la durée de prélèvement, mais en général, selon la réglementation, on ne doit pas dépasser 1h30 pour certains dons d'afférence. Là, on peut aller jusqu'à même 2h30 pour le don combiné de plaquettes et de globules. Mais c'est très rare. C'est très, très rare ce genre de don combiné. Mais en général, c'est 1h, 1h30, 1h45 maximum. Bien sûr, le prélèvement, il est réglementé. Donc, on a deux articles, l'article 16 et l'article 17. Donc, les prélèvements de sang total et d'aphérèse sont effectués sous la responsabilité d'un médecin et par des infirmiers diplômés. Donc, l'acte de prélèvement, il est sous la responsabilité directe du médecin. Il est effectué par les infirmiers, mais sous sa responsabilité. Et pour du prélèvement de sang total, il est indispensable de vérifier à l'intervalle régulier, au débit, agiter la poche, en contrôler la masse, etc. La durée maximale du prélèvement ne doit pas être supérieure à 10 minutes pour le temps de sang total en cas de prélèvement. D'une durée supérieure à 10, il ne doit pas en aucun cas servir à préparer un cancer de total. Donc, il y a deux articles qui réglementent un petit peu le prélèvement. En ce qui concerne l'aphérèse, donc il y a deux articles aussi pour le don d'aphérèse, que ce soit l'aphérèse cellulaire ou plasmatique, standard ou combiné. Donc, on a l'article 18 et l'article 19. Donc, la durée de prélèvement des plaquettes est conditionnée, comme je vous ai dit, par la quantité maximale de plaquettes collectées et le débit du prélèvement. Donc, tout dépend aussi du débit. Le débit aussi dépend de la qualité de la veine, etc. Et de la qualité de la... C'est très important, de la ponction. C'est très important. On doit assurer une bonne fonction pour qu'on aura une bonne qualité de la veine, pour qu'on aura un débit quand même maîtrisable et ajustable. Donc, le débit du prélèvement doit être compris en 30 et 80. À chaque fois qu'on augmente le débit, à chaque fois qu'on diminue dans la durée de prélèvement, en général, c'est 50, 60. Le volume maximal de la solution anticoagulante, donc injectée par séance, ne doit pas excéder 10 aussi. Le volume extracorporel maximal au cours du prélèvement qui ne doit pas excéder 20% de la masse sanguine. Là, c'est normalement pour le volume, la machine elle est programmée, le volume extracorporel est programmé pour qu'il n'y ait pas justement un excès. La durée totale du prélèvement doit être inférieure à 2 heures.
30 minutes. Ça, c'est vraiment à l'extrême. Hein. C'est l'extrême. C'est rarement qu'on arrive quand même à 2h30. En général, c'est 60, 55 minutes, 60, 1 heure, 1 heure et quart, 1h20, etc. Et concernant l'article 19, donc le prélèvement des tubes échantillons se fait à partir du bras du donneur. Ils ne doivent pas être étiquetés avant le prélèvement, mais pendant le développement de celui-ci. C'est juste pour une sécurité optimale et pour éviter les erreurs d'étiquetage, parce que c'est très important, les erreurs d'étiquetage peuvent engendrer des dommages irréparables. L'article 3, donc, il concerne le volume maximal prélevé pour chaque dent, qui est de 8 millilitres par kilogramme, sans dépasser les 500 millilitres. Il parle aussi de la fréquence et de l'intervalle. Donc, ça a été déjà vu lorsqu'on avait donné quelques règles de base pour la sélection multiple. L'article 4, donc la même chose pour le dent aphérèse de plaquettes, donc le volume, 600 millilitres maximal. La dose, c'est entre 6 à 8, mais ce n'est pas une obligation. Non, ça dépend. Si on arrive déjà à avoir une seule dose de 3, pour sauver au moins, pour sauver un malade, un patient, c'est une dose suffisante pour un patient de 60 kg, c'est déjà pas mal. On aurait préféré avoir une dose maximale de 8 pour avoir deux concentrés, de plaquettes, comment dirais-je, pour qu'ils soient distribués à 2 patients différents. Mais parfois, il y a des petits soucis là au moment du temps, un hématome, un malaise. Enfin, il faut beaucoup de choses qui font que ce n'est pas obligatoire qu'on arrive à 6 et 8, 10 puissance 11. Si on arrive à même des doses pédiatriques, le concentré ne va pas être rejeté ou incinéré, mais on se sert pour s'en servir des doses pédiatriques. Mais si on arrive à avoir 8, c'est l'idéal. Comme ça, on va avoir 2 doses complètes pour 2 patients. Donc, l'intervalle, il est égal à 8 semaines dans la réglementation. Vous avez vu que maintenant, on peut aller jusqu'à 4 semaines, ce qui se fait à l'EFS, 4 semaines, mais sans pour autant multiplier. On doit respecter la fréquence par année, mais on peut quand même faire dans des situations, surtout de non-disponibilité et d'urgence, on peut recourir à cet intervalle de 4 semaines. L'article 4, bien sûr, ces articles-là, ils vont être révisés. Hein. Il y aura une mise à jour qui va être très prochainement effectuée par l'Agence nationale du sang, selon les procédures normalisées qui ont été faites en 2017 et qui vont être encore révisées encore une fois en fin d'année. Et sur la base justement de cette révision des procédures normalisées, et des ponts, etc., donc, il y aura une révision et une mise à jour de la réglementation algérienne. L'article 5, donc, c'est le prélèvement de plasma, 600 ml, 2 litres, 12 litres par an, etc. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec le volume, la fréquence et le contenu de ces dons de plasma. L'article 21, là, ça concerne les poches de sang qui sont éliminées. Donc, directement avant de passer à la préparation, etc. Donc, si on observe que la quantité est insuffisante, automatiquement, elle est étiquetée PNC, une quantité non conforme par rapport à l'insuffisance du volume. Si, parce que c'est important, il y a une solution de conservation, une solution d'anticoagulante, il y a le respect justement de la volumétrie entre cette solution et le sang, surtout le sang total, donc il ne faut pas qu'il y ait une poche de sang non conforme par rapport au volume préconisé. Si on voit qu'il y a une présence de cailloux, un débilant, une agitation insuffisante, s'il y a une poche qui pourrait être perforée, c'est-à-dire
une rupture du circuit fermé, un tout choc de manipulation qui risque de mettre en jeu l'étanchéité de la poche. Donc là aussi, une poche qui est perforée ou toute rupture du circuit fermé. Obligatoirement, on doit incinérer la poche, l'étiqueter donc conforme. Et bien sûr, toute cause remettant en question l'aptitude du donneur. Parce qu'on va voir tout à l'heure, dans la partie post-danse, elle est très, très importante. Et on va en parler justement de ce point-là, qui est quand même un point important. Et bien sûr, les poches sont éliminées par incinération et c'est réglementé. Après le prélèvement, donc il y a le repos et la collation. Donc, c'est pour récupérer. Donc, la collation sert à récupérer, éventuellement parvenir au malaise. Et ce qui est important là, c'est les informations post-don. Et c'est très important. Donc, un document post-don est remis au donneur. Donc, au donneur, on peut lui remettre un document pour attirer son intention sur la nécessité d'informer l'établissement de transfusé dans les plus brefs délais, particulièrement en deux circonstances, ou en trois, la remise en cause de réponses apportées aux questions pensées lors de l'entretien, parce qu'il se pourrait que le donneur cache quelque chose. Donc, à un moment donné, c'est la conscience un petit peu qui se réveille un petit peu et il va déceler des choses qui les a cachées lors de la sélection. Donc, il peut appeler à tout moment pour attirer l'attention. Et dans ce cadre-là, automatiquement, donc, la poche sera considérée comme conforme par le médecin, etc. La survenue de symptômes évoquant une maladie aussi. Donc, peu de temps après, dans les quelques jours qui suivent, donc c'est pour dire que finalement, ce donneur il était en période d'inculpation, il n'y avait pas de symptomatologie, et là, il a commencé à avoir des symptômes. Donc, là aussi, la poche pourrait être contaminée, donc il faut qu'il évoque justement ces symptômes. Et bien sûr, toute information susceptible d'être utile et qui pourrait rendre encore cette sécurité transfusionnelle plus optimale. C'est très important, les informations post-danse. Il y a un article, justement, qui parle de ça. Donc, c'est l'article 20. Donc, après le prélèvement, le donneur doit rester sous surveillance pendant 10 minutes en cas de don de sang total et 30 minutes minimum en cas d'aphérèse, donc auquel une collation lui était offerte. Et en cas de prélèvement par aphérèse, les points de ponction, l'état général, la tension artérielle doivent être vérifiés avant le départ du donneur. Donc, c'est pour réglementer un peu le repos et la collation après le don. C'est la phase post-don. Donc, je vais juste aborder une réflexion sur l'autosuffisance et la sécurisation, qui reste quand même un défi dans ce moment, surtout en ce moment de période endémique et pandémique. On a vu quand même qu'il y avait une diminution du taux où il n'y a pas l'afflux habituel des donneurs de sang pour les centres fixes, des points fixes et mobiles des collectes de sang. Et là, pour aborder cette thématique-là de l'autosuffisance et la sécurisation, il faut qu'on en parle du recrutement et comment justement fidéliser les donneurs, qui est une chose vraiment pas très simple, pas facile. C'est vraiment difficile et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de moyens et beaucoup d'engagement. C'est le mot, d'engagement et de moyens. Donc, surtout, par rapport à tout ce qui peut freiner justement cet afflux pour le don de sang et qui pourrait être typique par rapport à certains pays et certaines régions et certaines périodes. Donc, le nombre de contre-indications
qui ne cesse d'augmenter. Le manque de temps aussi. Maintenant, pratiquement, les gens, tout le monde travaille, tout le monde, il y a peu de gens qui restent. Il y a en dehors du côté de chômage, c'est-à-dire déjà par rapport à la notion du temps, les épidémies et surtout l'exemple type, la COVID-19, donc la pandémie, qui a fait que quand même il y avait une régression très importante. On avait vu de 13,1% à l'échelle nationale. C'est fluctuant entre les différents centres. Et nombreux déséquilibres, que ce soit régionaux, en rapport direct avec la pénurie. Par exemple, il y a une période où on a une forte activité chirurgicale, surtout ça se voit juste après l'été, la reprise justement de l'activité chirurgicale, et on a vu aussi cette période juste après les différentes vagues du Covid. Donc, on a vu vraiment une demande qui était très, très, très forte par rapport à cette reprise d'activité chirurgicale et qui nous a fait quand même un déséquilibre au niveau justement de l'offre et de la demande. Et on avait justement notre stock qui était perturbé. Les transfusions chroniques, là aussi, ça dépend des régions. Il y a certaines régions qui sont endémiques. Si on prend la région Est, surtout la région Annaba, Soukras, Kelma, enfin, Tarf, Azeba et tout. Donc, c'est des régions vraiment endémiques par rapport aux hémoglobinopathies. Donc, on prend en charge beaucoup de polytransfusés, beaucoup de drépanocytaires et de thalassémiques d'une manière régulière, d'une manière programmée. Et là, ça nous fait justement une prise en charge, enfin, ça nous fait une distribution excessive qu'on n'arrive pas à gérer, mais à compenser, vu que c'est difficile. Il nous faut vraiment des donneurs réguliers. C'est difficile un petit peu de demander à ces malades-là de la contrepartie de la compensation pour chaque semaine, chaque 10 jours, chaque 21 jours, surtout dans les situations d'hyperrégie, de transfusion d'hyperrégie. Donc, ce qui fait que là, quand même, vraiment, la demande est très, très, très forte. Et aussi, par rapport justement à la collecte, par rapport aux périodes, qui pourraient être aussi dépendantes des régions. Par exemple, chez nous, mois de Ramadan, c'est vrai, il y a quand même des collectes qui sont renforcées, surtout par le biais de l'Agence nationale, qui sont vraiment renforcées et qui font que, même nous, on essaie de travailler la nuit pour compenser ce manque-là par rapport aux jeunes le matin. On arrête pratiquement à midi. Donc là, on essaie un petit peu toujours de renforcer les collectes mobiles et de renforcer la collecte pendant la nuit. Les périodes de canicule, ça aussi c'est connu de partout dans le monde, surtout là où, dans les régions qui… Et les vacances. Les vacances, que ce soit dans les zones côtières ou autres, donc les vacances aussi, fait qu'il y aura des perturbations au niveau de la collecte de sang. Les gens sont occupés par passer leurs vacances, etc. Donc, il y avait une diminution du temps en ces périodes. Donc, ce qui fait tous ces éléments-là, on doit les prendre en considération, on doit à partir de ces données, faire une réflexion pour essayer que le recrutement soit d'une manière permanente, que la fidélisation soit d'une manière permanente et éviter justement ces passages-là à vide où on a un manque énorme en sang et ceci va se répercuter, bien entendu, sur la prise en charge des patients, surtout les transfusions en urgence et les transfusions chroniques chez les polytransfusés. Alors, l'OMS avait réagi justement à ce problème-là, et toujours par rapport à ces actions, dans le but d'assurer l'accès universel, l'accès rapide. Et parmi ces actions qu'on avait vues tout à l'heure, il y a quand même une action qui est très importante et qui permet justement d'apporter des solutions à ce problème d'autosuffisance et de sécurisation. Et c'est les collectes de sang auprès des donneurs volontaires, augmenter le nombre de donneurs volontaires, pourquoi pas arriver
comme se fait au niveau des pays développés, très développés à 95% de dons volontaires. Et cibler, c'est le plus important de cette action, cibler les groupes de population à faible risque. C'est ça l'action qui est vraiment très, très importante à mener et qui est, comment dirais-je, et dont l'OMS accompagne justement les pays, certains pays pour accomplir cette mission. Donc, elle a donné ou déterminé dans le cadre de l'éducation, de la motivation, du recrutement, de la fidélisation des donneurs volontaires non rémunérés, des mesures, elle insiste sur des mesures qui sont, donc, premièrement, dans un cadre toujours, il y en a huit mesures, toujours dans le cadre d'augmenter le don bénévole régulier et cibler la population à faible risque. Donc, la première mesure, c'est la mise en place d'un service de collecte très important de sang au sein des structures de transfusion sanguine au niveau national. C'est très important, qui pourrait éventuellement coordonner et organiser ces collectes mobiles avec un responsable du programme national de collecte et un responsable désigné du recrutement du donneur. Une mesure sur la formation du personnel responsable de l'éducation, de la motivation, du recrutement et de la sélection des donneurs. C'est très important. Il faut former du personnel pour qu'il y ait justement, qui puisse inciter la population à donner leur sang, de leur sang. L'identification des populations de donneurs à faible risque d'infection transmissible par le sang pour assurer, pour optimiser la sécurité du donneur. Là aussi, c'est une mesure très importante. Faire des campagnes éducatives sur les lieux de travail, dans les communautés et les établissements d'enseignement en impliquant les médias. Et tenir à jour un registre des donneurs de sang volontaires non rémunérés, une base de données, c'est très important. On peut éventuellement aller vers les invitations à partir de cette base. Les procédures de collecte de sang en assurant la sécurité, et quand on dit sécurité, c'est-à-dire à partir de la sélection, donc c'est votre rôle, c'est le rôle du médecin généraliste qui a un rôle très important, c'est le premier maillon de la sécurité transfusionnelle, c'est la sélection. Parce que, comme je vous ai dit, avec tous les moyens qu'on a, même si on fait le TGV, le risque zéro n'existe pas. Donc, vraiment, le médecin dedans, il a un rôle primordial, un rôle très, très important pour améliorer la sécurité transfusionnelle et pour ajourner tout donneur potentiellement à risque. Et ceci, justement, se voit au niveau de la sélection qui doit être faite dans un cadre de confidentialité et d'intimité extrême et afin d'encourager le donneur à se confier, à révéler certaines choses que peut-être lui, il ne voit pas vraiment leur importance, mais finalement, ils sont très, très importants sur le plan sécuritaire. L'information des donneurs et l'organisation pour le conseil, là aussi c'est très, très important, et la surveillance des infections transmissibles par transfusion dans la population du donneur. On peut faire des études, des enquêtes épidémiologiques pour cibler un petit peu, de par les collectes qu'on réalise mobiles au niveau de certaines régions, au niveau de certaines institutions, au niveau de certains quartiers, etc. Et voir après le retour de la qualification biologique, voir un petit peu les populations qui sont à risque et les populations qui ont ce faible risque qu'on doit, comment dirais-je, fidéliser et revenir sur ces lieux-là pour les rendre des donneurs réguliers volontaires. Donc voilà, toutes ces actions-là ont été, ou toutes ces mesures-là vont dans le même sens d'augmenter le nombre de dons volontaires réguliers et d'aller vers des populations à faible risque pour assurer un optimum de sécurité transfusionnelle, surtout microbiologique. On peut parler éventuellement dans le même contexte d'un processus de management de donneurs pour essayer un petit peu de travailler dans le cadre de la promotion du don.
qui est un processus en chaîne. Et dans cette chaîne, il y a 5 étapes. Et chaque étape présente une série d'actions à entreprendre en vue de prélever les produits appropriés en qualité requise. Et donc là, il y a 5 étapes qu'on peut éventuellement cibler pour essayer un petit peu d'aller dans le sens de la promotion du don. Donc, le recrutement, l'invitation, la sélection du donneur, la procédure de don proprement dite et surtout la fidélisation du donneur. Donc, première étape, c'est le recrutement. Donc, là, au niveau du recrutement, nous avons notre population générale et au sein de cette population, on a une population, ce qu'on appelle la population prospect, c'est-à-dire la population chez laquelle déjà il y a cette motivation, cet engagement, elle est prête justement à donner. Ce qu'on appelle une population qui est prédisposée à donner du sang et qu'on doit cibler, qu'on doit justement définir ou déterminer. Donc, c'est une population générale qui pourrait prendre conscience vis-à-vis du don de sang et devenir donneur. Donc, cela, à travers des actions générales, à travers le recrutement se fait, à travers des actions individuelles, des actions non individuelles. Et vous voyez ici, dans ce schéma-là, il y a toutes les étapes du don de sang et du management des donneurs. Et sur cette population générale, vous voyez ici, il y a cette population de donneurs prospects qui peut être, chez qui on peut assurer justement ce recrutement. Ça va être des candidats pour le don. Ce n'est pas forcément, ils vont être des donneurs, parce qu'ils peuvent être ajournés aussi, mais quand même, l'ajournement peut être temporaire et ils peuvent par la suite rejoindre la population des donneurs de sang. Donc, dans cette étape donc, du recrutement, c'est l'un des aspects importants du management des donneurs et l'inscription de ces derniers dans une base de données. C'est ça la clé, c'est l'enregistrement. C'est avoir une base de données, c'est avoir un fichier de donneurs, une base de données de cette population prospecte qui pourrait un jour donner son sang. Donc, elle englobe les donneurs, elle englobe les candidats potentiels, et elle englobe les donneurs qui se sont présentés et qui sont ajournés pour une raison X ou Y, et qui peuvent par la suite rejoindre cette partie ou cette population du donneur. Donc, c'est pour cela, c'est très important. Ce que vous voyez ici, c'est cette population-là, une fois, elle peut suivre le circuit du don, comme elle peut être ajournée, mais le plus important, c'est de pouvoir l'inscrire dans la base de données, la base des données de donneurs, pour qu'elle constitue justement une population qu'on peut faire appel dont on peut faire appel à tout moment pour l'inciter à donner du sang. Alors, la deuxième phase, c'est justement les invitations. Donc, une fois qu'on a constitué ce dossier-là, ou cette base de données de nos donneurs, on pourrait procéder à des invitations. Alors, ces invitations, elles peuvent être individuelles, pour inciter tel ou tel donneur à venir, surtout dans les situations d'un besoin de groupe sanguin rare qui pourrait prendre en charge un cas complexe d'hématologie sur le plan transfusionnel, etc. Comme elle peut être générale via les médias, via la radio, etc. Et ce genre d'invitation, il pourrait non seulement toucher cette population qui est inscrite chez nous en base de données, mais qui pourrait toucher d'autres sujets qui pourraient renforcer notre fichier, notre base de données. Donc, les invitations sont très, très importantes. Il y a plusieurs façons de faire, mais elles sont très importantes pour justement, qui vient juste après le recrutement et pour renforcer notre base de données et inciter à faire des dons. La sélection, on avait longuement parlé, donc là,
c'est l'évaluation de l'admissibilité au don de donneurs constituant une étape importante de leur management. Là, c'est beaucoup plus dans le cadre d'une assurance ou d'une optimisation de la sécurité transitionnelle, en rapport bien sûr avec les pathologies, etc. Et aussi pour assurer non seulement la sécurité du receveur, mais celle du donneur aussi. Donc, ce processus, il pourrait aboutir aussi à l'ajournement, mais ça ne veut pas dire qu'on a vraiment l'ajournement temporaire. Ça ne veut pas dire qu'on a éliminé ce donneur-là de notre base. Et, pardon. Voilà. Après, la quatrième étape, bien sûr, c'est le processus de don qui aboutit au prélèvement. Ce processus-là, donc, chez lesquels la procédure elle va se traduire soit par un succès, soit par un échec. Et l'échec peut être vu au moment du don. C'est-à-dire là, on dort de l'ajournement lors de la sélection, mais on peut avoir un échec du don au moment du prélèvement. Par rapport à la ponction, par rapport à un malaise, par rapport à... Donc, toutes ces choses-là aussi doivent être bien prises en considération pour essayer un petit peu de axer sur la sensibilisation et sur le management. Et le point le plus fort, c'est là, c'est la fidélisation. Et quand on dit fidélisation, c'est-à-dire éviter d'avoir des donneurs inactifs, inactivés. C'est-à-dire un donneur qui vient donner pour la première fois, il ne revient plus après. C'est ça le rôle justement du personnel. Là, je parle beaucoup plus personnel médical et surtout le personnel paramédical et auxiliaire au niveau des centres de transfusion sanguine pour travailler, il faut qu'ils soient formés pour fidéliser les donneurs et éviter d'avoir des donneurs inactivés, c'est-à-dire minimiser la population des donneurs inactivés qui sont venus et une fois et par la suite, ils ne sont plus revenus pour un comportement quelconque. Là, j'insiste sur l'approche du donneur. Le médecin, il faut vraiment qu'il lui donne tout le temps nécessaire. Il faut qu'il le valorise. Il faut que vraiment l'examen soit fait dans un cadre de confidentialité. Il y a des petits comme ça, des petits détails qu'on peut, nous, ne pas voir, mais les donneurs, ils donnent beaucoup d'importance à ce genre de détails. Un infirmier qui vient, qui le considère comme une machine, comme un robot, comme ça, il prélève, il part sans donner le soin d'approcher d'une manière vraiment conviviale, un petit sourire de la secrétaire. Enfin, tous ces éléments-là font que le donneur, il va revenir. Mais il suffit qu'un petit comportement excessif où le donneur, il va plus revenir. Un autre point très important, le donneur peut être, on peut éviter justement cette inactivation si on l'appelle personnellement juste après, un petit appel de rien du tout pour savoir un petit peu, pour demander si tout est passé comme il a espéré au niveau du sang. Ces petits gestes-là, c'est des gestes qui permettent de fidéliser le donneur et d'avoir des donneurs réguliers. Mais si on le considère comme une poche de sang, comme ça on le voit comme une poche de sang, on ne lui donne pas l'importance, on est sûr qu'il ne va plus revenir. Donc, ce volet-là de fidélisation de donneur, c'est très, très important. Il faut qu'il soit efficace. Et cette fidélisation, elle se traduit par une augmentation du nombre de donneurs. Et puis après, on peut faire des études d'indicateurs pour voir finalement dans ce processus-là, qu'est-ce qu'on avait fait, est-ce qu'elle était, et tous les moyens qu'on avait mis à disposition et fournis, est-ce qu'ils ont servi à quelque chose ou on peut encore aller vers une autocritique, etc. Voilà, donc ça, c'est juste des petites réflexions comme ça. Et en conclusion, donc, je pourrais dire que la qualité des produits sanguins dépend étroitement de la qualité de la sélection des candidats du temps. Donc, je répète encore une fois, c'est le moyen le plus important pour la sécurité transfusionnelle au niveau de la chaîne transfusionnelle. Et vu que les variations cliniques et biologiques des candidats au don de sang, le rôle du médecin de collecte qui reste important et non négligeable dans le processus de sélection des donneurs pour justement avoir des produits
sanguin de qualité et une sécurité optimale et maximale. Et voilà, donc je vous remercie pour votre gentillesse de m'écouter. Et voilà, je ne sais pas, M. Kerry ou Dr. M. Gamara ou Mme Gawarami. Donc, je vous donne la parole. Dr. Gamara, oui, Dr. Kerry. À vous la parole. Oui, merci, monsieur. Alors, il y a des questions au niveau de la discussion, si vous pouvez répondre, s'il vous Oh, plaît. je n'ai pas vu, j'ai pas eu le Oui, temps de voir les questions. quelques questions. Il n'y en a pas trop, mais une ou deux questions. Alors, je vais essayer de voir. Bon, merci, professeur. Merci à vous. S'il vous plaît, m'envoyer. Oui, aussi, moi, envoyez aussi à, je sais pas, moi aussi, j'ai raté mon mail. M'envoyer. Donc là, il cherche la présentation. Je donne la présentation, il n'y a pas de souci, hein, c'est-à-dire vous pouvez l'envoyer. Oui, si vous pouvez me l'envoyer et je vais les D'accord, transmettre. d'accord, Oui, oui. d'accord. Je vous l'envoie par mail. Oui. D'accord. Alors, une question concernant la rémunération des produits sanguins dans la structure privée. Alors, chez nous, c'est pas rémunéré. Au Maghreb, c'est pas rémunéré. Mais en Europe, comme je vous ai dit, c'est disparate. Il y a les deux modes là qui coexistent. Je vous ai cité le mode, par exemple, en Allemagne. Il y a des banques de sang privées, mais beaucoup plus, on rémunère beaucoup plus. Hein, on rémunère le don qui est destiné à l'industrie comment dirais-je, pharmaceutique, pour produire les MDS, les médicaments dérivés du sang, c'est-à-dire tout ce qui est plasmaphéreuse et tout. Donc là, pas mal de pays européens, américains aussi, ils rémunèrent justement le don par plasmaphéreuse, justement pour inciter les gens à venir faire du plasmaphéreuse dont on se sert pour produire les médicaments dérivés du sang, c'est-à-dire tout ce qui est facteur de coagulation, tout ce qui est. Et donc, certains pays, le don, il est complètement gratuit, comme en France, par exemple, c'est l'éthique, elle est respectée. Et par rapport justement à cette éthique, je pense que le professeur Taouliel va vous en parler longuement sur cette question, sur enfin, les différentes les réflexions, l'ouvrage de 71 là, de Titmus, etc. Donc, elles vont vous en parler. Mais juste pour vous dire, beaucoup plus, tout ce qui est rémunéré, c'est en rapport avec la passe d'affaires. Alors, par contre, nous, en Algérie, on a des conventions type, qui a été la dernière, elle a été mise à jour le mois passé, par rapport justement la cession justement de ces produits sanguins pour les cliniques privées. Donc, les cliniques privées, il y a une compensation en quelque sorte financière des produits sanguins à vie qui sont distribués aux cliniques privées. Donc, je pense que tout le monde a cette convention. Alors, est-ce que cette organisation est encore retenue par l'ANS et est-elle réelle sur le terrain? Bon, c'est vrai, en dehors des agences régionales qui n'ont pas vu le jour jusqu'à présent, mais le reste est fonctionnel, c'est-à-dire les CWTS, pas toutes les wilayas, il y en a certains qui sont fonctionnels, il y en a d'autres non, il y en a d'autres qui n'ont pas encore vu le jour, il y en a d'autres en construction. Les CTS et les banques de sang et les PTS sont fonctionnels. Les agences régionales là, au moment, je ne sais pas si ça bloque ou on ne voit plus. Il y a des questions aussi intéressantes. Allô? Allô? Alors, il y a une autre question. Docteur Ona, la vidéo n'est pas. D'accord, je suis informatrice. Je vous garante que le problème chez vous.
Hein? Bon, là, c'est des présentations. Bon, voilà, c'est des questions qui ont été posées. Hein? Hein? Oui, oui, je suis en train de je vais encore descendre. Là, je vois, non, là, ce n'est pas des questions, donc je vais encore descendre. Donc, toujours les emails. Alors, c'est obligatoire. Qu'est-ce qui est obligatoire? Si vous voulez, pour les conventions avec les établissements publics. Oui, tout est bien détaillé dans les conventions. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la convention, vous demandez à l'agence nationale et elle va vous envoyer une copie. Et dans cette convention, il y a tout. Il y a tous les différents types de PSL, les culoglobulaires, les plaquettes, les plasmas, toutes les qualifications qu'on peut apporter en plus, toutes les transformations qu'on peut réaliser, et ils sont comptabilisés et le prix, il est fixé. Et vous pouvez juste envoyer, vous, en tant que c'est-à-dire gérant ou au niveau des établissements de transfusion sanguine, vous envoyez vos statistiques au niveau de la direction des finances et cette direction, donc justement, en prenant en considération les tarifs au niveau de la convention, elle va comptabiliser toutes ces données pour demander justement la compensation auprès des cliniques. Mais c'est un volet administratif. Hein. Nous, ce qu'on a à faire en tant qu'utilisateur, c'est d'envoyer l'état de distribution au niveau des instances ou bien au niveau des gens qui s'occupent justement des finances pour qu'ils fassent le travail avec les cliniques privées. C'est purement administratif. Quelles sont les indications de la déleucocytation? Bon, la déleucocytation, les indications, c'est beaucoup plus quand on a des effets indésirables, type frisson, hyperthermie et tout, donc on soupçonne une alluminisation anti-HLA. Et suite à ça, donc, on programme ces patients-là pour une déleucocytation systématique pour éviter justement ce genre d'effet indésirable. Bon, cette déleucocytation, là aussi, dans le monde, elle est systématique dans certains pays, surtout les pays développés. Elle est sélective pour d'autres. Nous, chez nous, je pense aussi par rapport aux moyens. Donc, on essaye de la faire selon une indication si l'indication se pose. Et beaucoup plus chez les femmes, parce que c'est en rapport avec beaucoup plus les femmes multipares qui finissent par développer des anti-HLA et avoir des effets indésirables type frissothermie et chez qui on doit obligatoirement donner des culoglobulaires déleucocytés pour éviter justement ce genre de réaction lors des transfusions ultérieures. Quand on prélève plaquettes en 2 poches et est-ce qu'on contient la même dose? Alors, là, c'est pas. Nous, on programme la machine selon une dose, selon déjà, elle nous donne la main par rapport aux constantes qu'on doit introduire au niveau du logiciel, de la machine, en ce qui concerne donc l'amélioration répétitaire, le volume, plutôt, pardon, la taille, le poids, etc., les bathotriques, etc. Et puis, on demande à ce qu'on prélève, ou si elle nous donne la main aussi, 8, par exemple, 8 par puissance 10, 10 en puissance 11. Et automatiquement, on aura les 2 poches, donc un remplissage des 2 poches en parallèle. Et ces 2 poches-là, si vraiment le don s'est déroulé d'une manière complète, c'est-à-dire on avait la dose finale, automatiquement les 2 doses, quand on les sépare, à volume égal, ils vont contenir 2 doses de 4 par exemple. Si on a une dose de 3, ce n'est pas la peine de la partager, c'est une seule dose, donc on va, tout ce qui est, on va remplir à partir de la 2e poche, la première pour avoir une seule dose de 3 et ils sont débarrassés de l'autre poche qui va rester vide. Donc, tout dépend de la dose qu'on avait recueillie, qu'on avait prélevée pour pouvoir séparer en 2 poches ou pas. Bon, je vais encore descendre en bas.
Oui, c'est un volet quand même, le don ombilical, le don c'est les cellules souches du cordon. Là, c'est vrai que quelqu'un pose des questions sur le don ombilical. C'est pas bon. Il y avait des expériences, il y avait une volonté justement à le faire pour certains centres. Notre centre, on en avait ce projet-là, mais je pense qu'on va laisser tomber parce que les données ont changé sur le plan mondial et tout. Il y avait aussi, je pense, CPMC qui ont travaillé sur ce sujet-là, le sang du cordon. Mais c'est un autre type du sang. C'est un autre type. On peut en parler, on peut, je sais pas, je voulais quand même parler un petit peu de la transfusion autologue qui entre à peu près dans ce contexte-là. Au moment de la chirurgie, on peut éventuellement recueillir le sang suite à des hémorragies pour pouvoir l'utiliser avec, bien sûr, des machines, pour pouvoir l'utiliser au moment d'intervention ou juste après. Ça, c'est un autre type de don. On peut aussi parler de la transfusion autologue, donc le don autologue, donc soit par le don standard de don simple, soit par le don d'aphérèse, avec les extraphérèses, c'est-à-dire faire des dons rapprochés d'une semaine ou un peu plus pour avoir une quantité suffisante de 3 CGR à peu près pour se préparer à une éventuelle intervention chirurgicale et ceci beaucoup plus pour les patients qui ont des groupes sanguins rares qu'on n'arrive pas à trouver ou bien pour une meilleure sécurité virale en quelque sorte, c'est-à-dire ils ne craignent rien pour le risque viral. Risque immunohématologique aussi, mais reste risque bactériologique qui peut poser problème. Donc là, c'est un autre don, le don de sang total ou la transfusion autologue, qui répond à des exigences. C'est pas tout le monde qui peut faire, c'est vraiment, il faut qu'il y ait déjà un engagement du médecin traitant et de l'établissement de soins pour essayer de faire cette programmation. Et il faut veiller à ce que ce don-là ne va pas comment dirais-je, altérer l'état de santé du donneur. Parce qu'il faut pas qu'il soit anémié, il faut pas qu'il soit… Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en considération pour qu'on puisse assurer ce genre de don. Alors, on reçoit des correspondances officielles pour se déplacer et faire des collectes au niveau des daïras. Sur un gaz, mais malheureusement, on ne reçoit que 2 à 3 donneurs par opération. Vu que ces établissements accueillants ne font aucune annonce, aucune préparation, vraiment c'est décevant, on a le droit de refuser d'y aller. C'est vrai qu'on en voit assez souvent ce genre c'est vrai qu'il y a une compagnie, parfois nationale, il y a une sensibilisation, mais finalement, quand on voit le bilan, ce n'est pas encourageant. Et même nous, au niveau de Annaba, ça nous est arrivé de mobiliser toute une équipe, et les collègues peuvent en témoigner, toute une équipe avec toute la logistique, renforcer les médecins, renforcer les infirmiers, travailler pendant, c'est-à-dire, mais finalement, le bilan est maigre. Mais à mon avis, il ne faut pas aller dans le sens de refuser, mais plutôt dans le sens de sensibiliser. Donc, essayez de prendre attache quand vous aurez un papier émanant justement de l'Agence nationale pour une campagne. Essayez de prendre attache avec le responsable de cette collecte sur le site qui est préconisé par cette campagne et de faire une sensibilisation préalable. C'est la seule chose qui nous permette de rendre cette collecte rentable, si on peut dire. S'il n'y a pas de sensibilisation au préalable, ce n'est pas gagné d'avance. Nous, on avait des collectes qui ont été vraiment réussies. On arrivait quand même à avoir pas mal de candidats. Il y en a d'autres institutionnels, malgré ça, mais finalement, c'était pas… Voilà. Bon, pour ne pas citer, mais voilà. Donc, moi, je préfère ne pas boycotter. Non, il ne faut pas boycotter, mais il faut travailler dans la sensibilisation. Il faut plutôt ne pas… Vous aurez toujours les courriers vers l'avance, une semaine, 10 jours à l'avance, même plus.
Donc, essayer de travailler avec ces partenaires-là dans un cadre de sensibilisation pour que cette collecte soit rentable, mais pas refusée. Je ne pense pas que c'est une bonne solution. Il faut aller vers la sensibilisation. Alors, la sérologie en vigueur en Algérie est-elle suffisante pour garantir une transfusion de sécurité? C'est réglementé, il y a 4 paramètres qui sont obligatoires, l'hépatite B, l'hépatite C, l'HIV et la syphilis. Et je pense, à mon avis, du moins, bon, je n'ai pas une idée de ce qui se fait en Algérie et en Algérie profonde pour répondre à cette question. Donc là, peut-être qu'il faut s'adresser à l'Agence nationale. Mais du moins, ce qu'on a, nous, on essaie un petit peu de mettre un cahier des charges bien ficelé, pour garantir une qualité des réactifs et des réactifs de 4e génération qui pourraient réduire au maximum la fenêtre sérologique pour éviter justement ce genre. Mais je répète encore une fois, c'est pas dénué du risque. Il y a toujours le risque il est toujours là. Il y a certains pays développés, comme la France, je dis ça comme ça, pour donner un exemple, qui, en plus de la sérologie virale ou de la qualification microbiologique, ils font le DGV, qui par méthode de biologie moléculaire, pour encore réduire cette fenêtre sérologique au maximum. Mais c'est trop controversé parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en jeu, mais sans pour autant avoir vraiment un effet rentable, parce que vraiment, c'est dérisoire comme comment dirais-je, avoir un cas contaminé qui était écarté par le DGP. Mais la santé quand même de l'homme est primordiale et ils insistent sur ça et ils ont maintenu le DGP. Maintenant, tout dépend aussi de votre façon de faire sur le plan technique, sur le plan analytique, sur le plan de validation biologique, sur le plan du choix des réactifs qui sont utilisés. C'est un tout pour pouvoir dire que… Mais les 4 paramètres, c'est réglementé parce qu'on n'a pas de zone endémique. Il y a certains pays qui ont rajouté d'autres paramètres par rapport à des situations endémiques, telles que le paludisme, telles que le chikungunya, telles que… Nous, on n'est pas là. Peut-être quand il y a une épidémie quelque part, on peut éventuellement rajouter d'autres paramètres. Mais les 4 paramètres, c'est largement suffisant. Mais il faut que la qualification sérologique doit être faite selon les bonnes pratiques de qualification. Alors, les sachets suffisants, combien la quantité? Là, c'est les quantités. Vous avez le manuel. Normalement, le manuel, il est distribué où il y a tous les procédés, ou la normalisation de toutes les procédures. Et vous allez voir les différents volumes acceptables qui rentrent dans les normes pour toute forme de PSL, que ce soit les plaquettes, que ce soit le CGR, après ajout ou rajout de sagmannitol ou d'autres anticoagulants, etc. La recherche des anticorps anti-HPC dans le dépistage du don de sang. Bon, certains le font. En Algérie, il y en a très peu de centres qui le font. Très peu. Mais en Europe, ils le font. C'est les anticorps anti-HPC totaux et par la suite les IgM qui pourraient éventuellement détecter les cas d'hépatite occulte ou attirer l'attention surtout dans une situation où on a un antigène HPS qui est très faiblement positif. Ça peut aider, mais il y a très peu de centres en Algérie qui le font. Est-ce que le prélèvement par aphérèse plusieurs fois diminue le nombre de paquets de donneurs par le temps? C'est pour cela il faut respecter c'est sûr qu'il va diminuer. Quand on fait prélever des plaquettes, ça va diminuer juste après, mais il y aura la régénération après. Mais là, ce qu'il faut, c'est respecter l'intervalle et respecter le nombre de dons par année, c'est-à-dire la fréquence, pour ne pas tomber justement comme l'anémie, comme
comme pour le culot globulaire. C'est réglementé, vous n'avez qu'à suivre la réglementation. Oui, mais il faut respecter juste l'intervalle et le nombre de fréquences. Et puis, parfois même, on dit que le don paraphérèse stimule plus la régénération. Si on prend par exemple la transfusion autologue, si on parle de la transfusion autologue et on a fait un prélèvement, 2 ou 3 prélèvements par le procédé de don de simple. Et on voit la compensation. Par le don simple, on peut aller jusqu'à une compensation de 54%. Dans le même procédé paraphérèse, on prélève plus, jusqu'à 3 fois ce qu'on prélève en CGR par son total, et on peut aller avoir cette régénération aller à 64% et un peu plus. Donc, c'est une stimulation de la moelle osseuse pour produire plus. Mais il faut respecter l'intervalle et les fréquences. L'agitation manuelle des poches est suffisante. Au moment du don, parfois on n'a pas le choix, hein, parfois l'agitateur est en panne et on est tenu, on est obligé, l'infirmier est obligé de suivre et de surveiller justement cette poche et de l'agiter pour éviter justement la formation des cailloux. Donc, malheureusement, c'est des aléas qui peuvent arriver et tout le monde n'est pas équipé de la même manière. Alors, pour la sérologie syphilis, est-ce que c'est obligatoire de faire TPHA pour rendre un résultat d'un donneur déjà douteux? ELISA, reflet négatif. Bon, ELISA ou TPHA, il n'y a pas à refaire, hein, c'est une technique. ELISA aussi, c'est une technique qui est, comment dirais-je, performante. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on refait. ما رأيكم في القيام بالتبرع بالدم دون حضور طبيب? Bon, ça c'est une bonne question. Ça c'est une très bonne question. Malheureusement, parfois le médecin n'est pas disponible. Et si on peut dire n'est pas disponible, c'est-à-dire que parfois il y a des points de collecte où il n'y a pas de médecin. Et nous, on veille à ce que le médecin soit présent, à ce que le don soit médicalisé. Mais c'est une question qu'il faut tout faire auprès de l'administration. Je sais que ce n'est pas évident. Il y a un manque d'effectifs énorme. Je parle même pour mon centre. Un manque d'effectifs vraiment très, très… on n'arrive pas à… On voudrait travailler même 7 sur 7, mais on n'arrive pas parce qu'on a un effectif très réduit. L'administration préfère envoyer les médecins dans des structures chirurgicales ou, je sais pas, pour aider médical que plutôt le don de sang. On essaie de sensibiliser à chaque fois, mais c'est difficile. C'est difficile d'avoir un médecin de don, il faut le dire. Moi, en tant que professeur, j'ai du mal quand même à avoir le nombre que je voudrais en médecin de collecte et qui permettrait d'assurer une continuité du don. Voilà. Il faut se battre, il ne faut pas perdre l'espoir. La recherche des hémolysines est obligatoire. Oui, l'hémolysine, on doit les rechercher. C'est aussi, vous pouvez la trouver au niveau des procédures normalisées. Surtout lorsque vous distribuez en ABO compatible. Si vous distribuez en isogroupe ABO, en général, ce n'est pas vraiment. Mais en ABO compatible, on devrait faire. Et surtout pour les plaquettes. Parce que parfois, ce n'est pas disponible l'isogroupe ABO, mais on doit donner des plaquettes dans des situations urgentes ou de non-disponibilité. Donc, il faut faire cette recherche des hémolysines. À notre niveau, on délivre des CPS non compatibles et il n'y a jamais eu de problème. Oui, mais une fois n'est pas coutume. Donc là, on doit quand même assurer la sécurité immuno-hématologique. C'est très important. Il y a les recommandations, c'est vrai il n'y a pas vraiment une réglementation pour la distribution des plaquettes sur le plan compatibilité immunologique. Ce n'est pas vraiment réglementé. On suit beaucoup plus les sociétés, les recommandations des sociétés savantes internationales et telles que la société British, etc. Mais la plupart, nous sommes tous confrontés à ce genre de problème. En cas de non-disponibilité et en cas d'urgence, on donne.
Pour les CPS, déjà, il faut qu'il y ait un contrôle visuel au préalable pour pouvoir valider ou qualifier ces CPS. Pour les CPA, en général, il y a peu de globules rouges résiduels, mais quand même, on tient quand même à faire les hémolysies, justement, lorsque la transfusion n'est pas, surtout pour les hauts, en ABO, en ABO incompatible. La sérologie par bandette en cas d'urgence, non. Moi, je n'adhère pas à cette idée. J'adhère pas du tout. Les bandelettes, ce n'est pas pour le don de sang, je suis désolé. Les bandelettes, c'est pour le dépistage en large public pour certains paramètres, mais pas pour le don. Je suis désolé, vous refusez. Vous devez refuser catégoriquement de travailler avec les bandelettes et vous devez s'imposer. Et vous avez les textes réglementaires en votre faveur et vous avez l'Agence nationale qui va vous défendre auprès de votre administration. Je suis catégorique sur cette question. Faire un test sérologique rapide pour les demandes d'urgence qu'on n'a pas. Non, je suis désolé. Vous devez se battre et vous devez faire intervenir l'Agence nationale du sang pour entrer en contact avec votre administration pour éviter ce genre de problèmes qui pourraient engendrer des conséquences dramatiques. Alors, pourquoi on ne doit pas préparer un concentré de plasma si la durée de don est supérieure à 10? Non, pas de plasma. Non, c'est des plaquettes. C'est par rapport à l'activation. Non, là, c'est pour les plaquettes, pas le plasma. Le plasma n'a rien à voir. Alors, les médecins demandent parfois 4 cups d'aphérèse. Est-ce qu'il est juste? Non, vous devez donner le conseil transfusionnel. Le conseil transfusionnel, bon, c'est vrai que c'est difficile un petit peu, mais vous devez entretenir comment dirais-je, une discussion avec le réanimateur ou le médecin transfuseur pour discuter justement la posologie pour ce cas-là. Parce que vraiment, c'est dommage. C'est dommage de donner des caps d'aphérèse avec des doses suffisantes pour un seul malade. C'est vraiment du remplissage et c'est vraiment du gaspillage. Donc là, il faut insister avoir une discussion médicale et scientifique avec le réanimateur pour essayer un petit peu de le convaincre d'éviter justement ce qu'on appelle les transfusions superflues et les transfusions abusives. Il faut transfuser avant mission. Il y a une réglementation qui, justement, vous… Oups, ça s'est coupé? Hein? Non, c'est toujours… personne HTA, peut-être donner 200. Personne HTA, ça dépend. Si c'est stabilisé, si la tension normale est stabilisée, bien sûr. Mais c'est pour cela qu'on fait la prise de tension. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est hypertendu et qui est sous traitement et qui est stable, là, c'est l'intérêt de faire la prise de tension. Vous allez voir ça dans le cours des contre-indications. La durée optimale du don de sang après vaccination. Là aussi, bon, il y avait plusieurs recommandations internationales, européennes, américaines. Il y avait pas mal de… Mais je sais que l'Agence nationale a tranché avec son conseil de scientifique et elle nous a envoyé une note pour dire que quel que soit le vaccin, quel que soit un vecteur viral, ou bien un ARN messager, ou bien un virus atténué ou inactivé, quel que soit, c'est une semaine après. Après, bien sûr, voir la symptomatologie, le médecin il peut décider par rapport à une symptomatologie qui peut être vue lors de l'entretien. À vous, remercie pour votre intervention. Merci. Après vaccination COVID 7 jours, OK. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour les donneurs occasionnels, fumeurs ou prend de chez moi le moment de la collecte, des collectes? C'est ce qu'on doit éliminer. C'est bon. Parce que là, fumeur, si on s'amuse à écarter les donneurs fumeurs, on aura plus de donneurs. Oui, donc, alors, si le médecin n'est pas dans la collecte, qui va faire la sélection? Bon, il y a certaines recommandations qui disent que la sélection peut être faite par un infirmier, mais qu'il faut qu'il soit formé par le médecin. Donc, il y a cette donnée quand même qu'on peut utiliser. C'est le médecin vraiment le forme et
et le sensibilise et l'autorise à faire la sélection, ça pourrait se faire. Alors, pour quel receveur on doit faire le phénotype en cas de non-présence de phénotype correspondant? Comment faire? Alors, le phénotype, c'est vrai, le phénotype, en absence de réactif ou en cas de réactif de quantité insuffisante, on peut faire du phénotype en sélectif, c'est-à-dire chez les sujets, aussi chez les patients, qui bénéficient d'une transfusion de manière chronique, c'est-à-dire chez les polytransfusés, le phénotype est obligatoire, on doit le faire aussi. On doit le faire aussi chez les sujets qui peuvent faire des effets indésirables, immunologiques. Et si on peut le faire pour tous les sujets, justement, jeunes et les femmes en âge de procréation, là aussi, c'est tant mieux. Mais si vous n'avez pas de réactif, c'est beaucoup plus pour les transfusions iatrogènes, pour les polytransfusions. Alors, une qualification sérologique lancée 15 jours après prélèvement. Un tube de contrôle sérologique est-il fiable? 15 jours après prélèvement, ça dépend de la conservation. Maintenant, si vous mettez 15 jours au frigo et vous refaites, ça n'a pas de sens. Peut-être vous n'avez pas les réactifs et vous n'avez pas débloqué la poche, mais il faut que l'échantillon soit bien conservé pour la validation soit validée. Fumeur 2 heures après dernière cigarette. Non, mais là, non. Le don phénotypé est difficile en Algérie, mais la NES exige. Oui, là, encore une fois, c'est par rapport aux moyens. Donc, il faut se doter des moyens nécessaires. Il faut se battre, il faut tout faire pour faire entendre sa voix. Pour le phénotype, je propose la généralisation de son identification comme le groupage. Pourquoi pas? Ben, tant mieux encore. On peut en procurer l'AGH, on peut libérer les RH négatifs chez ces donneurs déjà DU négatifs. On peut en procurer. Ou on peut en procurer l'AGH. L'AGH, c'est disponible sur le marché national. Ce n'est pas en rupture. Vous n'avez qu'à la commander et la recherche du DU, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Vous ne pouvez pas qualifier une poche de sang résus négatif sans faire le DU. Parce que vous pouvez mettre en danger la sécurité immunologique du patient. Donc, le DU est obligatoire. Et l'AGH, elle n'est pas chère du tout et vous pouvez en procurer. S'il vous plaît, envoyez-moi le résumé de cet email. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, on avait déjà répondu sur ça. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, Dr Gamraoui, Dr. Je vous remercie, professeur Brook. Normalement, on a fait le tour de toutes les questions et peut-être qu'on laissera parce que là, on est un peu en dépassement de… Oui, donc on laisse un petit peu les collègues se reposer pour… voilà, exactement, pour enchaîner vers 13h. Peut-être on va décaler un peu vers 13h15 pour laisser un peu la pause pour l'ensemble des participants. Donc, on a juste un petit quart d'heure de retard et on s'excuse pour ceci. Non, avec plaisir. Ouais. On vous remercie beaucoup, professeur Brook, pour… C'est moi. Et bonne continuation pour la suite. Et voilà, je suis disponible. Je ne sais pas ce que mon mail a figuré dans la présentation pour les gens qui veulent entrer en contact direct avec moi. Il n'y a pas de souci. Super. On vous remercie. C'est toujours intéressant et très intéressant vos communications et qui, sans nul doute, sera d'un apport bénéfique à l'ensemble des participants. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on souhaite. On vous remercie malgré votre emploi du temps qui est très chargé. On vous remercie pour votre intervention. À la disposition de tous les acteurs de la transfusion en Algérie. Merci beaucoup. Merci, professeur Brook. Allez, au revoir. Au revoir. Donc, on vous remercie pour cette première séance matinée. J'espère, Inch'Allah, être bénéfique pour vous. Et de toute façon, il y aura d'autres interventions qui vont suivre. Si vous avez des questions,
Vous n'avez pas eu le temps de les poser, vous pouvez les poser pour les prochains intervenants. Donc, dans le programme initial, c'était prévu à 13 heures. Comme on a pris 20 minutes de plus à la bouche, c'était prévu. Donc, je pense qu'on va se revoir à partir de l'1h15 maximum pour entamer la deuxième partie. J'espère que vous serez au rendez-vous. Donc, je vous souhaite Sahaf.com et on vous donne rendez-vous dans 1 heure de temps à peu près avec professeur Mendy, chef de service du CHU Bab el-Oued, pour l'organisation de la collecte de sang fixe et mobile et les conduites à tenir en cas de malaise. Je vous remercie, Sahaf.com, et à tout à l'heure, Inch'Allah. حبيبة وش رايك؟ كيف الجو؟